Bonjour et bienvenue sur Délivrer à la chaîne et sur cette série de l'idée au lancement. Ici, on suit un parcours de A à Z pour livrer en production un produit digital. Si tu as déjà travaillé sur un produit, tu as déjà vu passer des US, des User Stories, ou plus en franglais, des User Stories. Mais peut-être tu as vu passer des US un peu trop vagues, créer une page de profil, ou ajouter un bouton d'upload. Et là, le problème c'est que c'est souvent trop vague, ou même trop technique, mais surtout que ça va causer des malentendus entre le produit et la tech, et ça ralentit gravement un projet. Aujourd'hui, on va voir comment rédiger des user stories clairs et actionnables, en utilisant des bonnes pratiques et en évitant les pièges classiques. On va voir donc les règles et conventions pour écrire une bonne story. Déjà, il ne serait-ce pour qu'elle soit bien comprise par tout le monde. On va voir ensemble comment exploiter une technique, celle du TDD, Test Driven Development, une méthode d'écriture qui te permet d'écrire à la fois ton test et ton user story. Et ensuite, on va appliquer ça concrètement sur JobSnap, notre application fil rouge qui nous suit pendant tout le long de la série. Par exemple, sur JobSnap, un jobber doit pouvoir uploader un fichier, son CV, pour être visible par les recruteurs. Facile à dire, mais comment transformer cette idée en user story claire et testable? C'est ça qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, comme ça tu seras mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je sollicite ton interaction, donc un like et un commentaire. En effet, c'est seulement grâce à votre action que YouTube se dira que ce contenu intéresse et le proposera donc à d'autres utilisateurs. Les règles d'or pour rédiger une bonne user story. Commençons par les bonnes pratiques pour rédiger une story efficace. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'une bonne user story, c'est tout simplement une user story qui est comprise par tout le monde. Certaines équipes préfèrent des descriptions succinctes et se réfèrent plutôt aux maquettes UI pour les détails, tandis que d'autres prétendent des descriptions ultra détaillées. Il est essentiel de définir en cas d'incohérence quelle source prévaut, et donc par exemple la première bonne pratique, ça serait de hiérarchiser et de définir quelle source prévaut pour des éléments, par exemple le texte des boutons, si c'est celui de la maquette ou si c'est celui qui est écrit dans le texte de l'US. La definition of ready, ou DOR, s'assurer de la maturité d'une user story. Pour garantir qu'une US est prête à être intégrée dans un sprint, on utilise souvent la DOR, Definition of Ready. Il s'agit simplement d'une checklist qui permet de vérifier si tous les éléments nécessaires à son développement sont bien remplis, et ce, avant de commencer le développement. Par exemple, des éléments courants dans une Definition of Ready, c'est une description claire, compréhensible de l'user story, des critères d'acceptation définis, des maquettes ou wireframes disponibles, souvent des maquettes, surtout s'il n'y a pas de design system, des dépendances identifiées et absolues, une taille estimée, des critères de performance ou des contraintes techniques spécifiées. Par exemple, si une US nécessite que le web service corrélé soit déjà développé, ou alors avoir le contrat d'interface d'un endpoint ou la réalisation d'une étude technique. En tout cas, la DOR doit être convenue entre le produit et la tech et doit être adaptée selon le contexte et les spécificités du projet, avec des éléments fixes ou variables selon le type d'US. Modèle et méthode de rédaction des user stories. Il existe notamment plusieurs modèles d'user story. Par exemple, le modèle Connextra, en tant que rôle, je veux capacité afin de bénéfice. Par exemple, en tant que client, je veux pouvoir suivre ma commande afin de connaître sa date de livraison. Le modèle basé sur les 5 W, en anglais why, what, where, when et who. Donc, qui, quand, pourquoi, comment et quoi. Je crois que je les ai tous là. En tant que qui, quand, ça, ou dans ce contexte-là, je veux quoi, parce que, pourquoi. En tant que nouvel utilisateur, lors de ma première connexion, je veux voir un tutoriel parce que cela m'aidera mieux à comprendre comment utiliser l'application. Modèle in order to, afin de ça, en tant que rôle, je veux objectif. Exemple, afin de recevoir des recommandations personnalisées, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir renseigner mes préférences. Pour approfondir la compréhension d'une user story, le User Story Discovery Canva est un outil efficace. Il aide les équipes agiles à contextualiser et décortiquer chaque aspect d'une user story. Les composants typiques d'un Canva, c'est le titre de l'US, sa description détaillée, les personas concernés, les besoins utilisateurs, les critères d'acceptation, dépendances,
contraintes, questions en suspens. Ce qu'en va favoriser une compréhension commune et une planification efficace au sein de l'équipe. Pour s'assurer de la qualité d'une US, le framework Invest est souvent utilisé. C'est une sorte de tamis à travers lequel tu vas filtrer ton US pour savoir si elle convient et qu'elle est prête à rentrer dans un sprint. Elle doit être indépendante, donc pouvoir être développée sans dépendre des autres user stories. Elle doit être négociable, donc flexible et sujette à la discussion. Elle doit être valuable, ça vient de l'anglais, donc apporter une réelle valeur ajoutée à l'utilisateur. Estimable, facile à estimer en termes d'effort. Small, donc petite, assez concise pour être réalisée rapidement. Et testable, donc pouvoir être testé et donc vérifier sa conformité. Critères d'acceptation, définir les conditions de satisfaction. Tout comme on a défini une DOR, donc une checklist qui nous aide à savoir si une US est prête pour entrer dans un sprint, les critères d'acceptation précisent quand une US peut être considérée comme terminée. Vous comprendrez bien que là où la DOR peut être la même pour toutes les US, les critères d'acceptation, elles, dépendent forcément de la nature de l'US et du fonctionnel que l'on a demandé à développer dans celle-ci. Ils servent de référence pour le test et garantissent que la fonctionnalité répond bien aux besoins. Exemple, pour une user story qui dirait « En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe afin de retrouver l'accès à mon compte en cas d'oubli », les critères d'acceptation pourraient être l'utilisateur reçoit un email de réinitialisation, le lien de réinitialisation expire après 24 heures et l'utilisateur doit saisir un nouveau mot de passe conforme aux règles de sécurité. Ça n'est que des exemples, on peut en mettre d'autres. En appliquant ces méthodes et en s'assurant que les US sont bien préparés grâce à la definition already, les équipes peuvent travailler de manière plus efficace et surtout éviter les malentendus lors du développement. Application concrète, rédaction d'une user story, upload de CV avec TDD. Maintenant qu'on a exploré plusieurs méthodes, il est temps de voir comment on fait cela en pratique. Pour ça, rien de mieux qu'un cas pratique. On va prendre un besoin clé de JobSnap dans sa première année de conception. Pour mon propre goût, je vais décider de faire un mix de plusieurs canvas et méthodes. C'est d'ailleurs comme ça que ça marche en entreprise, car les outils ne sont rien d'autre que ça, des outils dans une boîte à outils. Et selon le contexte et les personnes qui composent l'équipe, on décide de s'y prendre une clé de 16 ou de 14, ou alors une clé à molette ou un tournevis. Déjà, le contexte. Prenons un exemple, la feature de création d'un compte utilisateur après la connexion. Il nous faut bien entendu des données, que le compte des candidats soit exploitable en termes de recherche côté employeur. Après connexion, on va donc créer un formulaire dans lequel les candidats choisiront un domaine d'activité, ensuite un métier qui découlera du domaine choisi, donc c'est deux listes déroulantes dépendantes la deuxième de la première, un bouton « Je télécharge mon CV » et un bouton de validation qui s'active uniquement quand tous les champs sont remplis. Afin de faire ça, on va découper ça en 4 US. Affichage du formulaire après la connexion, sélection du métier et du domaine, upload de CV, validation du formulaire. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est préfixer au début du titre de l'US la feature dont elle dépend. Dans ce cas-là, ça serait profil utilisateur, affichage du formulaire du candidat, profil utilisateur, sélection du domaine et du métier, etc., etc. Je vous affiche toutes les US découpées et rédigées à l'écran, mais j'en lirai qu'une ou deux. Par exemple, la première, profil utilisateur, affichage du formulaire du candidat. En tant que candidat à ma première connexion, je vais voir un formulaire de profil dans mon tableau de bord afin de pouvoir le compléter. Critères d'acceptation. Le formulaire est affiché uniquement pour les utilisateurs ayant un rôle candidat et ne pas ayant encore complété leur profil. Ça va juste permettre que l'on ne demande pas à chaque connexion de l'utilisateur de remplir ce formulaire. Si le formulaire est complet, on le sauvegarde et on ne le demande plus. Le formulaire n'est accessible qu'après la connexion et validation du compte. Les champs visibles sont domaine, liste déroulante, métier, 10 listes déroulantes dépendantes de la première, bouton d'upload d'un CV, bouton je valide, désactivé par défaut. Contrainte et dépendance. La validation de compte utilisateur doit être vérifiée avant l'affichage. Si le profil utilisateur a déjà été rempli, on ne le montre pas à la première connexion. Nécessite une mise à disposition de la structure du formulaire par l'équipe produit. Donc l'arbre de décision qui pilotera l'affichage des deux listes déroulantes, domaine et métier. Scénario TDD. Donner un utilisateur connecté et validé avec le rôle de candidat. Donner que le profil n'est pas complet. Quand il accède à son tableau de bord,
alors il voit un formulaire contenant les champs domaine, métier, upload CV et un bouton « Je valide ». En TDD, on procède avec des mots-clés. Le premier mot-clé est « données ». On utilise celui-ci quand on pose une condition préalable. Le deuxième mot est « quand », donc quand une telle action est réalisée. Le troisième mot est « alors », donc une action qui découle des points précédents. Bien entendu, on peut enchaîner plusieurs données, plusieurs quand ou plusieurs alors. L'US 4, ça serait en tant que candidat, je vais pouvoir valider mon profil une fois complété afin d'enregistrer mes informations et être visible des recruteurs. Critères d'acceptation. Le bouton « Je valide » reste désactivé tant que tous les champs obligatoires ne sont pas remplis. Une fois tous les champs valides, le bouton devient actif. Au clic, les données sont enregistrées en base. Petite parenthèse, si on avait des champs qui comporteraient des règles précises comme un mot de passe ou un champ email, on détaillerait ici aussi les contraintes que ces champs doivent avoir. Un message de confirmation apparaît, votre profil a bien été complété et est maintenant visible par les recruteurs. Contraintes et dépendances, l'enregistrement doit être sécurisé et conforme au RGPD. Ici, si nécessaire, on spécifiera aux développeurs quelles sont ces contraintes. L'API doit être disponible. Scénario TDD, en tant que candidat ayant rempli tous les champs et uploadé un fichier valide, quand je clique sur « Je valide », alors les données sont enregistrées, alors un message s'affiche, votre profil a bien été complété et est maintenant visible par les recruteurs. Avec cette approche, on a des user stories assez complètes, des critères d'acceptation clairs et une liste de tests définis avant même que le développement commence. Ça évite les malentendus, facilite la collaboration entre le produit, le design et la tech, et surtout, ça garantit que la fonctionnalité répond bien aux besoins de l'utilisateur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ce niveau de détail est suffisant? On t'a déjà demandé de spécifier encore plus au pixel près? Ou alors, est-ce que dans ton équipe, on a besoin juste du titre et de la maquette, et après l'équipe fait le reste? Je sais que ça existe. Validation et intégration des user stories en sprint backlog. Ok, maintenant qu'on a rédigé notre US avec clarté et précision, il nous reste une étape clé, la validation et l'intégration de cette US dans le sprint backlog. Alors on doit bien entendu s'assurer que l'US est réellement prête à être développée. Une fois que l'équipe produit juge que son US est assez mûr, elle la présente en backlog grooming. C'est en effet l'instance dans laquelle l'US est négociée avec l'équipe tech. Négocier ou simplement discuter si tout va bien. Mais en effet, s'il y a des changements à apporter, soit parce que le fonctionnel est allé trop loin et on a fait des choses un peu trop compliquées, ou alors il y a des façons plus simples de réaliser la tâche, ou alors parce qu'il y a le fameux trou dans la raquette, donc le PO a oublié un comportement qui n'a pas été identifié. Et c'est là aussi que l'équipe tech peut apporter toute sa valeur ajoutée. En backlog grooming, on peut aussi décider qu'une US est trop grande et de la splitter en plusieurs, ou alors au contraire, on a été trop zélé et on a fait des US trop éparpillés et on nous demandera de la regrouper dans une seule US. Autant dire que les US peuvent passer dans plusieurs backlog grooming avant qu'elles ne soient vraiment prêtes pour rentrer dans un sprint. C'est d'ailleurs ça que grooming veut dire. Parce que vous savez, le grooming, qu'est-ce que c'est? C'est l'action qui font les singes mutuellement en meute pour enlever les puces du pelage. On affine, on cherche, on décortique et à la fin, le pelage, il est parfait. On peut par exemple avoir oublié que le fichier peut avoir plusieurs formats, .docx, .pdf. Est-ce qu'on accepte les CV au format PNG? Tout ça doit être négocié avec l'équipe. Attention, le backlog grooming et le sprint planning sont deux choses différentes. C'est vrai que certaines équipes les font au même moment, ce qui pourrait donner l'impression que c'est un seul rituel agile. Mais en effet, c'est très important de groomer constamment toutes les US les plus prioritaires que l'on veut développer dans les prochains sprints et seulement une fois qu'elles sont groomées, faire un sprint planning dont l'objectif c'est vraiment chercher l'engagement de l'équipe sur un périmètre donné pour un sprint. Donc par exemple, si dans notre exemple, on nous dit que l'US numéro 3, celle de l'upload de CV, on a oublié le fait qu'on pouvait ajouter des points doc, des points docx, des PDF. Dans ce cas-là, on revient vers eux dans le backlog grooming suivant. On peut décider de passer les 3 US restantes dans le sprint ou d'attendre la 4e pour faire un package complet. Lors d'une discussion avec les devs, on peut aussi réaliser que l'affichage du fichier uploadé avec une icône de validation peut être complexe à gérer immédiatement.
On décide alors de déplacer cette amélioration en sprint ultérieur. Ce genre d'ajustement est courant en sprint planning. Le but, c'est que l'équipe soit 100% alignée sur ce qui doit être développé. Une fois validé, donc, l'US est intégré au sprint backlog, c'est-à-dire la liste des US à accomplir dans le sprint prochain. Ensuite, l'équipe se chargera de chiffrer ces US en story point. On peut le faire notamment avec la méthode du poker planning. Comme dit dans une vidéo précédente, l'équipe pourrait être amenée à découper ultérieurement les US en tâches afin de mieux s'organiser en interne pour la produire. Par exemple, tâche 1, création du formulaire avec liste déroulante. Tâche 2, dynamisation du champ métier selon le choix du domaine, etc., etc. On va donc la passer par le tamis de la DOR. J'ai pris des critères assez standards pour la DOR de l'équipe JobSnap. Ce travail, on le fait bien entendu avec l'équipe de dev, car c'est à eux de dire aussi si la DOR est bien respectée. Disons qu'ils ont été cléments et qu'ils ont statué que l'US bien rédigé et compréhensible, que tous les critères d'acceptation sont définis, les scénarios de test sont clairs, les contraintes techniques identifiées, que l'US est d'une taille suffisante pour être estimée et qu'elle n'a pas de dépendances bloquantes avec une autre US. Une fois le sprint lancé, la user story progresse au fil des jours. Et pour bien suivre l'avancement, on utilise souvent un tableau Kanban dans un outil comme Jira ou Trello. Les statuts typiques d'une user story dans un sprint backlog sont to do, donc l'US est planifié dans le sprint mais pas encore démarré. In progress, donc l'équipe est en train de travailler dessus. Code review, le développement est terminé et en attente de validation par un pair. Un test, l'user story est en fin de test par l'équipe de développement. Et done, tout est validé, la fonctionnalité est prête pour être testée par le product owner. Ici, il est important de noter quelque chose. On a défini une definition of ready au début. Il y a aussi une definition of done à la fin. On a déjà vu les critères d'acceptation qui sont spécifiques à l'US. Mais on peut aussi avoir une liste plus globale qui définit le périmètre d'une US terminée. Et notamment, et c'est là que je veux mettre l'accent dessus, est-ce qu'on définit une US done uniquement quand le développeur a testé et que c'est bon pour lui? Qu'est-ce qui se passe de la phase d'intégration et des recettes? Je vous invite donc à bien vérifier avec l'équipe de dev quelle est la notion de done pour l'équipe et quelle est la notion de done pour l'US au global. Voilà, on vient de voir tout le processus de comment écrire une US et qu'est-ce qui se passe pour cette US pour qu'elle soit validée, pour qu'elle rentre dans un sprint et qu'elle soit enfin codée. Si on devait faire un récap de cet épisode, ça serait rédiger une US bien structurée en utilisant différentes méthodes selon votre contexte et aussi selon les choix des autres parties prenantes comme l'équipe de développement. Ajouter des critères d'acceptation et vous pouvez aussi intégrer du TDD pour garantir que la fonctionnalité est bien testable et qu'elle répond bien aux besoins. Il faut vérifier que l'US correspond bien à la DOR au début et à la DOD, Definition of Done, à la fin. On négociera l'US avec l'équipe de développement en phase de backlog grooming et on ira chercher leur engagement sur un périmètre fonctionnel pour le prochain sprint dans le sprint planning. Ils se chargeront de l'estimation de l'effort, par exemple à travers un poker planning, et on pourra suivre l'avancement des US dans le Kanban. On arrive à la fin de cette vidéo. Dans les prochaines, on va un peu plus rentrer dans le vif de la planification des sprints l'un après l'autre et des livraisons. Car notamment, il est mieux que les équipes produits aient au moins 2-3 sprints d'avance vis-à-vis des développeurs. En attendant cette prochaine vidéo, je vous invite comme toujours à vous abonner et activer la cloche pour être mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous engager avec un commentaire ou un like, ça aidera la chaîne à grandir. D'ici là, merci à tous. Ciao.